Je viens de remarquer qu'on avait 2 fois le logo sur les cartons, c'est très drôle. On est un peu imbu de notre logo, mais en même temps il est très beau, donc pourquoi pas le mettre 2 fois. J'ai même pas fait attention. Je viens de le voir. Je viens de le voir. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça veut dire par contre, ça veut dire que la première émission c'était le cas aussi parce que j'ai juste modifié Non, les titres. non, c'est le problème de ce logo-là, mais Ah, c'est pas d'accord. grave, c'est pas grave. Ah oui, Une donc c'est émission, pas ma faute, c'est la faute de système ta. des Très deux bien. fils. J'aime bien rejeter la faute sur les autres. On Voilà. se retrouve donc pour la première chronique que je vous ai préparée, et je vous préviens, il va falloir s'accrocher. Parce que je vais vous parler d'une enquête collaborative à laquelle ont participé de nombreux médias européens, parmi lesquels Le Soir, The Tate, Le Monde, The Standard, enfin bref, les grands classiques. Et cette enquête, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, elle nous apprend qu'entre 2020 et 2022, il y a au moins 20 nouvelles bombes climatiques, aussi appelées carbone bombes ou bombes de carbone, qui ont été activées. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même citer les sources qui ont permis à ces médias de sortir cette enquête, parce qu'ils se sont basés sur le travail de 2 associations françaises, Data for Good et Eclaircies, qui se sont elles-mêmes basées sur les données du Global Energy Monitor. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que ce sont des données complètement accessibles en ligne. C'est totalement open source. Tout le monde peut avoir accès à ces données. Il y a aussi le projet Banking on Climate Chaos qui a permis d'apporter des précisions sur les financements dont je vais vous parler plus tard. Et d'ailleurs, hier, j'ai fait un petit tour sur le site des Carbon Bombs qui est très didactique. On vous mettra le lien du site dans les sources si vous voulez aller voir vous-même. Avant de continuer, la question que tout le monde se pose, c'est quoi une carbone bombe ? En fait, tout part d'un travail d'un monsieur qui s'appelle Kiel Kuhn, qui est chercheur à l'université de Leeds au Royaume-Uni. En 2022, il publie une étude qui s'appelle « Bombe carbone, cartographie des principaux projets liés aux énergies fossiles pour nos champions en anglais ». Parce que j'avais mis le titre avant que je n'ai absolument pas lu en anglais. Tout va bien. Et en fait, le travail de ce monsieur, il répertorie 425 projets d'extraction d'énergie fossile. On entend par là charbon, gaz et pétrole. Et en fait, ces 425 projets, ils sont tellement énormes qu'il les a appelés les carbone bombes. Alors, c'est quoi ? Ça veut dire quoi énorme ? Parce qu'on utilise des grands mots comme ça. Ça veut dire quoi important ? En fait, chacune de ces bombes de carbone devrait causer l'émission d'au moins 1 milliard de tonnes de CO2. Ça fait beaucoup de CO2. Au total, sur les 425 projets, c'est 1182 milliards de tonnes de CO2 qui pourraient être libérées pendant leur exploitation. C'est vraiment énorme. Et pour rappel, le CO2, c'est l'un des gaz qui participe grandement au réchauffement climatique. Sauf que, si on se rappelle quand même, le but, c'est quand même de limiter ce réchauffement. Notamment si j'évoque les accords de Paris, qui ont été conclus lors de la COP 21 le 12 décembre 2015. C'est donc un traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques. Il a été adopté par 196 pays, ce qui est quasiment la totalité des pays reconnus par l'ONU. Et il est entré en vigueur en novembre 2016. L'objectif de ces accords, c'est de maintenir l'augmentation de la température moyenne de la Terre bien en dessous de 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels. Et vraiment, l'objectif ultime, ce serait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. C'est là que l'appellation de bombe prend tout son sens, parce que ces 1182 milliards de tonnes de CO2, ça représente 2 à 3 fois la limite que l'humanité s'est fixée pour respecter les accords de Paris. Et donc évidemment, il ne suffit même pas d'exploiter toutes ces bombes pour qu'on explose tous les plafonds. Mais je reviens là à l'enquête des carbone bombes qui est parue d'ailleurs cette semaine dans les pages des journaux que je vous ai cités. Sur les 425 projets depuis 2020, comme je vous l'ai dit, il y en a 20 qui ont été activés et seulement 2 ont été fermés. Et on retrouve ces bombes un peu étalées partout sur tous les continents. C'est là c'est peut-être là juste la nuance, c'est pas des projets d'extraction, c'est des projets mais qui sont déjà en fait activés. C'est pas juste on va peut-être activer. Non, justement. Sur ces 425, ils ne sont pas tous activés. Sur ces 425, ils ne sont pas tous activés. Non. Parce que là, c'est des nouveaux qui ont été activés. En fait, sur ces 425, sur 2 ans, il y en a 20 qui ont été activés. Okay, d'accord. 2 qui ont été fermés, donc qui ne vont pas être exploités. Mais il y en a encore 400 et quelques, on ne sait pas. Qui sont en activité. C'est des projets. Non. Ça, par contre, c'est en open source, mais donc ça, ces données-là, on les a pas. On ne sait pas s'ils sont déjà activés ou pas. Si. C'est ça que je comprends pas. C'est marqué sur la petite carte.
card. Operating not started, stopped. Ok, merci. Donc que, là, quand moi on me dit projet, je suis là, oui, mais du coup il est en cours, il n'est pas en cours. Pour moi un projet, il n'est pas encore commencé. justement, ces projets, certains ont été commencés, certains n'ont pas été commencés, mais ils pourraient être exploités si jamais des gens le décidaient. Et donc, comme je vous le disais, ces projets, on les retrouve absolument partout sur le globe. Tarek, tu peux envoyer la jolie carte qui est complètement gratuite sur le site des Carbon Bombs. Donc, on va un petit peu regarder où est-ce qu'il y en a le plus. Et c'est quand même sans surprise que je vous dis que le pays qui compte le plus de Carbon Bombs, c'est la Chine. On y retrouve 141 projets, ce qui revient à environ une bombe sur 3. Ensuite, en lointain deuxième, il y a quand même les États-Unis avec 28 bombes climatiques. Et dans son sillage, il y a la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Australie. Côté européen, vous voyez, il y a quand même quelques petits points. On retrouve certains gisements actifs cette fois-ci, en Bulgarie, en Serbie, en Norvège, en Allemagne et en Grèce. Mais en Europe, il y a aussi quelques projets de potentielles bombes, cette fois-ci, qui ne sont pas encore activés, comme en Ukraine, au Danemark, en Pologne et au Royaume-Uni. Je pense que c'est bon pour la carte, Tarek. Merci beaucoup. Et pour respecter les accords de Paris, en 2021, il y a l'Agence internationale de l'énergie qui a dressé une sorte de feuille de route qu'on devrait suivre si jamais on voulait respecter ces accords, ce qui serait quand même chouette. Cette feuille de route, elle s'appelle Net Zero Roadmap. Et pour l'objectif en fait, de cette guideline, enfin ligne à suivre, je vais y arriver, c'est qu'on atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. C'est-à-dire qu'on émette autant de CO2 qu'on en capture. Donc en gros, que la balance s'équilibre et qu'on arrive à un zéro. Et si je dis capture, c'est parce qu'en fait, la nature, notamment les océans, les forêts, ont la capacité de recapturer le dioxyde de carbone qui est lâché dans l'air. Sauf que la nature, en fait, elle n'a pas la capacité d'absorber absolument toutes les quantités de CO2 qu'on émet, sinon ce serait trop facile. Et donc, pour parvenir à la neutralité carbone, l'AIE est claire, il faudrait dès maintenant arrêter d'exploiter les nouveaux gisements d'énergie fossile. Sauf que... il y en a 20 nouveaux qui vont... Il y en a 20 nouveaux qui ont été exploités, il y en a 420 qui sont en attente, 400 et quelques qui sont en attente. Mais l'enquête des Carbon Bombs, elle va évidemment plus loin que de pointer l'endroit où il y a ces bombes climatiques. En fait, elle démontre que certaines entreprises investissent dans ces gisements. Par exemple, il y a environ un mois, le groupe américain ExxonMobil, qui est une société de pétrole et de gaz, elle a racheté une société spécialisée dans l'exportation de la production de pétrole et de gaz qui s'appelle Pioneer Natural Resources. Il s'avère même qu'ExxonMobil exploite au total pas moins de 16 bombes carbone dans le monde, ce qui est quand même pas mal. Et ce n'est qu'un exemple. Parmi les champions dans ce domaine, on retrouve le chinois China Energy Investment Corp, qui gère 41 sites d'exploitation, la compagnie saoudienne Saudi Aramco et, roulement de tambour, le français Total Energy. Ah, il va tomber celui-là. Et vous vous doutez bien que ces investissements, ils ne peuvent pas se faire sans l'aide d'institutions financières qui donnent leur accord pour de tels projets. Il faut forcément des sous derrière. Et les champions dans ce domaine, ça reste encore une fois les Chinois qui auraient investi 541 milliards de dollars dans les bombes carbone, suivis par les Américains avec 525 milliards de dollars. La France obtient tout de même une jolie 4e place avec 154,5 milliards de dollars. La France qui, elle, est en partie impliquée au travers de ces banques commerciales que sont la Société Générale, ou une autre qui nous parlera beaucoup plus, BNP Paribas Fortis. Tous ces investissements sont jugés aberrants, entre autres par l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit d'ici 2030 un pic de consommation de carburants fossiles. Donc en fait, après 2030, notre demande en pétrole et gaz, elle devrait baisser. Et en fait, l'AIE dit simplement qu'investir dans un bien qui sera de moins en moins demandé, c'est complètement contre-productif et illogique. Alors que c'est justement l'argument de la porte-parole de Total qui dit oui, mais justement, vu qu'il va y avoir un pic en 2030, il faut qu'on continue à ouvrir de nouveaux sites d'exploitation. Non. Sauf que sur le moyen terme, cet argumentaire ne tient pas la route parce que les investissements qui sont faits maintenant, ils vont en fait aboutir dans quelques années et 2030, en fait, c'est demain. C'est ça. Et donc, investir là-dedans, pour l'AIE, en tout cas, ça n'a pas de sens. Malgré l'ampleur du problème,
je vous vois déjà venir, surtout dans le chat, vu ce que je me prends depuis tout à l'heure. Oui, mais jusque-là, t'as pas évoqué la Belgique. Alors, oui. Et non, il y a Jeunesse qui fait cocorico. ouais, j'ai vu. Et en soi, vous auriez raison, parce que, comme vous l'aviez vu sur la carte, on ne retrouve pas de bombes climatiques sur, ou plutôt sous le sol belge. Mais je suis désolée de vous décevoir, ce problème concerne aussi la Belgique, et pour 2 raisons. Premièrement, la Belgique contribue au financement des projets visant à exploiter ces bombes climatiques. À l'instant, je viens d'évoquer BNP Paribas. Et la Belgique, elle est actionnaire de cette banque, qui fait partie du top 5 des banques qui financent l'industrie fossile. Et elle détient plus exactement 5,1% du capital de la banque française. Et deuxième point, la Belgique importe son énergie fossile, donc essentiellement du pétrole et du gaz, de pays où on retrouve ces mégagisements. Selon le SPF Economy, en 2022, la Belgique elle a importé du pétrole brut qui venait des pays de l'OPEP, principalement l'Arabie Saoudite et l'Irak, mais aussi à 22% de Russie, à 11,8% de Norvège, à 9,6% du Royaume-Uni, à 9% des États-Unis. Et dans ces pays-là, on retrouve des pays que je vous ai cités tantôt qui accueillent qui accueillent des bombes climatiques. Et c'est à peu près le même constat en fait pour le gaz. Bon, c'est vraiment très dark comme constat et ça vend pas du rêve, en tout cas pour l'avenir climatique. Et la solution, ce serait juste, pour respecter les accords de Paris, ce serait simplement, ce mot est un peu... De suivre la recommandation de l'Agence internationale de l'énergie et d'arrêter l'exploitation de tels gisements. Mais je viens de vous parler de ces énormes investissements qui sont faits. Et donc, ça semble complexe et ça semble ne pas être sur les rails, tout ça. Et certains pays, il y a quand même des pays qui montrent l'exemple, qui envisagent ou qui ont déjà pris la décision d'arrêter ou de limiter l'exploitation des énergies fossiles. Bon, je vais vous les citer, ça va vous faire rigoler, mais moi je trouve qu'ils ont le mérite d'exister. C'est le cas des îles du Pacifique, du Vanuatu et Tuvalu, qui l'année dernière, elles ont rejoint le traité de non-prolifération des énergies fossiles. Il y a le Groenland aussi qui a abandonné tous ses projets d'exploitation pétrolière et gazière, et le Danemark, lui qui s'est engagé à ne plus extraire de gaz ou de pétrole dès 2050. Et évidemment, tout ça, ce sera, je pense, un des sujets discutés, en tout cas un des enjeux de la COP28 qui commencera le 30 novembre. Mais je voulais quand même souligner l'énorme travail d'enquête que sont ces carbon bombs. Le dossier, si vous voulez lire sur les différents médias, est édifiant. Il prend un peu de temps parce qu'il est découpé en chapitres, ils présentent leur méthodologie. Ils vont évidemment beaucoup plus loin que moi dans les explications. Ils font des focus sur la Chine, la Pologne, le Canada aussi, je pense, et c'est super intéressant. Mais je pense en tout cas, un mois avant la COP28, que ce genre d'enquête sorte pour, entre guillemets, que la bombe explose au visage de tout le monde et que tout le monde se rende compte aussi de l'importance que c'est. Groenland for the win, oui, je vous avais dit que vous alliez rigoler au Tuvalu, Vanuatu et Groenland. Voilà, c'est pas forcément des pays qui pèsent très fort dans le game international, mais je me dis qu'au moins, c'est des pays qui ont le mérite de faire le premier pas à ce niveau-là et qui montrent que c'est le Groenland possible. Au niveau de l'activisme et tout ça, ils ont beaucoup de populations autochtones qui sont très mobilisées, très organisées, ils font un taf. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu, mais c'est assez impressionnant si vous voulez un peu suivre l'activisme au Groenland. Moi, à chaque fois, ça m'impressionne. Et il faudrait vérifier l'info, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un giga gisement de pétrole en fait en dessous du Groenland aussi, et ce que je trouverais encore plus... Mais le Groenland, c'est le Danemark. Oui, ils n'ont pas pris les mêmes décisions. Écoute, peut-être qu'ils sont indépendants à ce niveau-là pour décider. Oui, je ne sais pas du tout. C'est pour ça que je parlais de l'activisme au Groenland spécifiquement, parce que c'est... D'accord, oui, c'est rattaché au Danemark, mais il n'y a pas les mêmes mentalités, la même histoire, etc. Voilà. Ça reste une colonie, finalement. Hein. Donc voilà, évidemment, je vous mettrai on vous mettra toutes les sources sur le... Je vais y arriver dans les commentaires YouTube et sur le Google Doc qu'on met dans les commentaires YouTube pour nos sources, si ça vous intéresse. C'est quoi cette histoire ? C'est pour ça que Trump voulait acheter le Danemark ? Oh, je n'ai pas connaissance de cette histoire. J'ai pas cette info. Ah ouais ? Ah ouais ? T'as ricoché la tête. C'est une vraie info ? Oh waouh, attends. What ? Trump, achat. Désolée, d'habitude on n'a pas nos ordis, mais là, système D, tout ça, donc... Et donc on en profite. Trump confirme qu'il aimerait acheter le Groenland. Le Groenland,
En 2019. Ah, parce que les ressources et tout, d'accord. Ah bah oui. Le Danemark s'est dit prêt à faire des affaires, pas à vendre. Oui, bah c'est sympa, hein. C'est sympa. Bon. Ok, vraiment. Merci d'avoir été attentif à cette chronique qui n'était pas évidente à saisir, mais si ça vous intéresse, je vous invite à lire le dossier dans vos différents médias nationaux. Oui, c'était le Groenland, mais t'inquiète, on a retrouvé l'info, c'est gentil, mais ouais. Ouais, territoire autonome, merci Tariq, effectivement. Eh bien, on va peut-être lancer la dernière partie de cette émission. Tariq, si ça te va. Pour finir l'émission en beauté quand même, parce que Tariq nous a préparé un petit jeu. C'est le retour du jeu. Oui. Qui est content? Moi.